proposant de venir intervenir aujourd'hui dans un moment important, c'est-à-dire l'un des enjeux que nous devons vraiment réussir et mettre en œuvre par rapport à la question des ressources. Alors, je vais d'abord exprimer un peu économie circulaire pour que l'on saisisse un peu plus ce que ça veut dire. Et après, rapidement sur l'Institut, le sujet est plus l'enjeu de l'économie circulaire et des ressources que l'Institut. Donc, économie circulaire, ça renvoie plutôt à l'enjeu des ressources. Nous sommes dans un monde qui, depuis 150 ans, est dans l'économie linéaire. Et ce monde a un modèle. Je prélève, je consomme, je jette les ressources comme si elles étaient inépuisables. Or, aujourd'hui même, nous sommes déjà à la fin de ce modèle, puisque les ressources se tarissent, voire certaines ont disparu, comme le terbium, et donc d'autres vont très vite disparaître d'ici 2020, si je reste dans le cycle d'une élection qui vient de se jouer. Certaines matières premières auront disparu en termes de ressources minières. Nous ne pourrons plus que travailler avec ce que nous avons sorti de la planète et les régénérer autant que possible. Donc on voit bien que notre modèle n'est pas supportable. Et pour citer 3 chiffres, un Français utilise chaque année 22 tonnes d'équivalent matières premières. Donc c'est des céréales, c'est de l'eau, c'est du sable, c'est du pétrole, c'est du cuivre, c'est différentes matières, 22 tonnes qui sont détruites, consommées, jetées, perdues. Donc pour garder notre niveau de vie, pour qu'on soit là ce matin, chacun d'entre nous doit pouvoir disposer de 22 tonnes. Ce qui se traduit d'ailleurs sur un autre chiffre, c'est 145 millions de tonnes, c'est le déficit commercial physique de la France. On connaît souvent le déficit commercial économique, 80 milliards d'euros. Eh bien, le déficit commercial physique est de 145 millions de tonnes. Et comme on sait que par ailleurs le coût des matières est en croissance exponentielle, plus de 100% depuis le début du XXIe siècle, le coût moyen des matières, on voit bien que si on couple ces 3 chiffres, on va dans un mur social avant même d'être dans le mur environnemental. Donc nous avons la possibilité d'avoir une autre approche en mettant les ressources au cœur du développement. Les ressources au cœur du développement, c'est la préservation de ces ressources et l'utilisation de l'optimum de ce qu'elles peuvent donner. L'un ne va pas sans l'autre. Préserver, c'est-à-dire trouver les modèles qui font que chaque kilo, chaque litre, je reprends une phrase du commissaire européen à l'environnement, M. Potočnik, qui dit chaque kilo, chaque litre de ressources, de matières premières, doit être préservé, doit être transmis d'usage en usage, d'homme en homme, de génération en génération. Et je rajoute, doit être utilisé à son optimum de ce qu'il nous donne. C'est-à-dire que lorsque l'on utilise un tronc d'arbre, par exemple, plutôt que de le brûler, oui, c'est un moyen, est-ce qu'il ne vaut mieux pas le mobiliser, la ressource bois, pour être un meuble, pour être une charpente? Donc ces 2 piliers, nous devons les avoir en tête. Alors comme on est dans l'éco-conception, je crois que ça commence déjà à glisser dans la tête des différents auditeurs, ce que ça veut vouloir dire. Mais je reviens sur le schéma que vous avez ici à l'écran, qui est un schéma qui est critiquable. Nous l'avons réalisé il y a à peu près 1 an à partir du schéma de la Fondation Ellen MacArthur. Et depuis, on se nourrit, on est en apprentissage, et je pense que nous devons trouver une meilleure lecture. Nous allons quand même le prendre. Donc, pour préserver ces ressources, il y a différentes approches. Et plus la boucle est courte, plus on est performant. Donc on va commencer par la boucle bleue, on va prendre que la partie non renouvelable, la boucle bleue qui est le recyclage. Donc le recyclage matière permet de préserver, mais il y a des pertes. Il y a des pertes dans la collecte, il y a des pertes dans la technologie de recyclage. Le recyclage de l'écologie, du reconditionnement et du réusinage, eh bien, c'est déjà autre chose. La première, c'était on rentrait par le côté déchets. La seconde, avant que ce soit un déchet, on peut récupérer les composants du produit et les réinjecter. On a moins de pertes. Après, vous avez le réemploi. Donc le réemploi, c'est on transmet. Le micro ne convient peut-être plus à cette salle, il sera transmis à d'autres utilisateurs qui en auront peut-être un usage dans un modèle plus restreint d'utilisation. Donc c'est aussi cette notion.
Et puis, il y a la maintenance préventive et la réparation qui garantit que l'on garde au mieux le produit, c'est-à-dire qu'on allonge la durée de vie du produit. Donc si je regarde tout ceci, la question c'est, mais pour arriver à faire ces boucles, qu'elles soient très performantes comme la réparation ou la maintenance préventive, ou qu'elles soient moins performantes, mais qu'elles soient le recyclage des déchets, il y a une nécessité, c'est l'éco-conception pour le permettre tout au long de la durée de vie du produit et derrière le produit, tout au long du cycle de la ressource et de la matière. Donc on voit déjà le lien qu'il y a entre économie circulaire et éco-conception. Ceci étant, l'économie circulaire, pour faire assez rapidement, là je vous ai donc expliqué les différentes approches, l'approche de la moins performante, mais qu'il faut mettre en œuvre, déchets pour régénérer les matières, réutilisation des composants, réparation, réemploi. Il y a aussi, une fois qu'on a ce constat, s'interroge, mais nous devons innover. Il est absolument nécessaire d'innover. Et d'innover dans tout le champ de la société. Alors, on pense tout de suite à l'innovation technologique. Il va falloir trouver de nouvelles réponses technologiques. Donc, on sait déjà faire du plastique à partir des bouts de stations d'épuration. Ça, c'est une innovation technologique. Mais des nouvelles innovations organisationnelles, des innovations comptables et financières. Alors, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas traduire dans la comptabilité, dans la valorisation des entreprises, les plus que l'on donne dans notre modèle par rapport à l'ancien. Donc il y a de l'innovation comptable, une comptabilité qui date du 19e siècle, même pas du 20e siècle, et qui n'est pas adaptée au nouveau modèle que nous mettons en œuvre aujourd'hui. Des innovations fiscales. Aujourd'hui, vous avez une fiscalité qui pèse beaucoup plus sur l'emploi que sur les enjeux ressources. Il vaut mieux, si je repense micro, le mettre dans un trou que de mobiliser une personne pendant 2 ou 3 heures à aller chercher le plomb et le zinc, si tant est qu'il y en ait dedans, pour le régénérer. Parce que les 2 ou 3 heures ne seront pas rentabilisées par rapport à du plomb ou du zinc vierge que l'on a sur le marché. Et pourtant, dans 10 ans, il n'y a plus de plomb et de zinc. Donc on a aujourd'hui une fiscalité qui est relativement déséquilibrée par rapport aux perspectives. Vous me direz, ça me concerne un peu en tant que député. Il y a des innovations de gouvernance. On va y revenir sur l'éco-conception, mais nous sommes dans des modèles très verticaux et nous devons retrouver une transversalité du collaboratif, du coopératif, des mots que l'on voit fleurir un peu partout. L'envie que la société veut mettre en œuvre doit aussi émerger. Et puis nous avons aussi des innovations dans notre éducation, l'éducation populaire au sens général, de cette société, surtout ces 50 dernières années, de l'hyperconsommation, je dirais du gaspillage. Eh bien, il faut que l'on réapprenne à être sur d'autres modèles, sur d'autres façons d'échanger, de vivre et de partager. Alors, en quoi l'éco-conception peut répondre à ces innovations ? Si je reprends l'innovation technologique, je crois qu'immédiatement, on se dit, ça a été un peu abordé tout à l'heure, notamment par M. le maire et M. le président, on voit tout de suite qu'on attaque le hard, le produit, il faut qu'il change, il faut qu'on le repense différemment à l'aune des enjeux ressources, des enjeux énergie, et c'est ça. Alors l'éco-conception répond à cette innovation nécessaire d'un point de vue technologique. Mais l'éco-conception répond aussi à l'innovation organisationnelle. Hier soir, et je remercie encore de ce repas, parce que ça nous a permis d'anticiper, d'échanger, de mieux comprendre combien il a été dit que l'éco-conception oblige à aller chez le client ou chez le fournisseur, oblige à repenser les organisations et même les organisations internes de l'entreprise. L'éco-conception au niveau comptable, eh bien en faisant ressortir les valeurs ajoutées, on a beaucoup parlé de valeurs ajoutées hier sur l'éco-conception, doit être un lien avec la valeur ajoutée. En mettant en exergue la valeur ajoutée, l'éco-conception doit permettre à ceux qui donnent de la valeur à l'entreprise, qui donnent de la valeur au nouveau modèle, de mieux la repérer, de mieux la capter et donc de mieux la transmettre à travers de nouveaux modes de comptabilité.
On a donné hier l'exemple, on pourra y revenir, notamment de ceux qui sont passés de l'économie de vente d'un produit, moquette ou ampoule, à l'économie d'usage, vente de l'usage de la moquette, vente de la lumière, ça existe. Eh bien, le point dur, c'était mais mon banquier ne comprend pas le modèle. On peut y revenir, donc il a fallu expliquer au banquier ce que ça voulait dire et la valeur ajoutée. Et l'éco-conception doit être capable de dire, mais voilà la valeur ajoutée, c'est là-dessus que vous devez vous mettre. On a parlé de la fiscalité. Eh bien, en faisant cette transversalité, l'éco-conception réinterroge le législateur que je suis, réinterroge ceux qui doivent faire muter, changer nos modèles sur est-ce que la fiscalité est adaptée à la mutation en cours qui se fait jour. La gouvernance, c'est un peu en lien avec l'organisation. Quand l'éco-conception dit eh bien, je vais aller dans votre entreprise, monsieur le fournisseur. Hier, nous avions le directeur du développement durable de Casino qui a expliqué tout le travail à aller chez ses fournisseurs, à les rassurer et à dire nous allons partager ensemble l'éco-conception de vos produits que nous allons, nous, Casino, vendre. Mais on voit que la transversalité commence à s'introduire. Et de la même façon, le client en aval est interrogé quand on passe de l'éco-conception, sinon on passe à côté. Donc l'approche de l'éco-conception permet cette transversalité. Et puis, comme je vous ai dit qu'il fallait de l'innovation d'éducation populaire, il est clair que l'un des meilleurs moyens de faire changer les comportements, de donner envie, de créer une dynamique large, c'est la capacité à donner envie du produit. Donc on a parlé du design. Et c'est là où l'éco-conception apporte aussi sa touche à travers le design. Quand on regarde l'ADEME qui a posé les enjeux de l'économie circulaire, l'ADEME a créé une boucle, je ne sais pas si elle sera présentée tout à l'heure, avec notamment ce que je vous ai présenté, recyclage, réparation, réemploi, réutilisation, l'écologie industrielle, l'éducation populaire. Je n'ai pas abordé trop l'écologie industrielle, on pourra. Mais l'ADEME a mis tout en haut éco-conception. Ce n'est pas pour rien. Et c'est ma conclusion de dire que c'est bien au cœur de la pensée d'un autre modèle en relation avec les ressources que se situe l'éco-conception. C'est la clé de voûte, c'est ce qui permettra les mutations. Et donc, très content que ce rendez-vous, ce troisième du nom, si j'avais bien suivi, mette l'économie circulaire et l'enjeu des ressources en avant autour de l'éco-conception. Pour l'Institut de l'économie circulaire. L'Institut de l'économie circulaire a été fondé il y a un peu plus d'un an avec d'autres politiques de différents bords, Chantal Joanneau, Jean-Luc Benamias, les députés PS Christophe Bouillon et Dominique Potier. Nous avons mis en dynamique les représentants de la société, donc les entreprises, des grands groupes, des moins grands. Nous avons les cimentiers français, La Poste, Veolia, GDF Suez, EDF, c'est quand même des grands, des plus modestes. Permettez-moi de saluer MP Industrie, qui est de Gardanne et qui fait de l'éco-design autour de la régénération de matières plastiques en mobilier urbain. On pourra aussi parler de l'approche collaborative qui est mise en œuvre. Donc on a des très gros groupes et des petites PME. Nous avons les organismes, les éco-organismes, ce qu'on appelle écofolio, éco-emballage, tous ceux qui collectent les produits, les ressources, ce que nous on dit déchets, mais moi je préfère dire des produits, des ressources, parce qu'il faut regarder ce que c'en est pour les réinjecter dans un circuit de valorisation. Nous avons la Fondation de Nicolas Hulot et d'autres associations. Nous avons aussi des écoles. Bientôt, j'ai cru comprendre, l'école des mines de Saint-Étienne, en tout cas, et de Gardanne. Il ne faut pas que je l'oublie, donc je le souhaite. Donc tous ces acteurs mis autour de la table avec des experts, nous avons comme objectif d'abord d'incarner ce que c'est cet enjeu ressources et la réponse, ou les réponses dites économie circulaire. Mais aussi, nous avons des ateliers de travail divers
tout autant sur le statut du déchet, tout autant sur les zones industrielles ou portuaires, sur l'économie de la fonctionnalité et d'autres ateliers, avec un objectif de produire des case studies, un livre blanc d'ici la fin de l'année, et puis peser sur les politiques nationales et européennes, puisque je vous ai parlé du commissaire européen Potočnik. D'ici quelques semaines sera prise une de ces dernières décisions qui mettra encore plus au cœur du développement de l'Europe, donc de la France à travers des directives, l'enjeu ressources comme étant primordial. D'ailleurs, l'année 2014 pour l'Agence européenne de l'environnement, l'année 2014, c'est l'année de l'économie circulaire. Merci.